Bonsoir. Bonsoir. On va plutôt parler du film d'hier soir, La Rivière. Et avec le recul, comment vous l'avez perçu? Ben, je veux dire, pour les 9/10 du film, j'ai vraiment trouvé que c'était un film super. J'ai trouvé que la façon dont il conduisait son enquête, les personnages qu'il faisait intervenir, la façon dont il filmait les paysages et les mouvements de caméra qu'il avait, il y avait une justesse dans les propos qui était vraiment très très bien. Mais là où il m'a perdu, c'est à la toute fin, quand il commence à questionner le groupe de jeunes et qu'il commence à ne plus savoir comment... c'est difficile de dire ne plus savoir comment il allait faire ou finir son film, mais en tout cas, la façon dont il termine le film avec ce groupe, moi ça m'a perturbé et ça m'a beaucoup dérangé. Est-ce que vous croyez que justement cette fin n'est pas voulue par rapport au reste du film, qui est quand même, reconnaissons-le, assez pessimiste? Alors le film est assez pessimiste, mais en même temps, tous les personnages qu'il fait intervenir, ils ont une intégrité et une parole qu'il dégage qui est superbe. Et à la fin, ça part dans tous les sens et on se dit mais qu'est-ce qu'il veut faire quoi? Pourquoi il nous emmène dans des espaces comme ça? Alors qu'il a dirigé pendant 1h30 son film d'une manière magistrale quoi. C'est peut-être parce que justement c'est des ados? Sans doute, mais moi en tout cas ça me gêne beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais préféré rester sur l'idée de la rivière, les gaves, les mouvements, la façon dont on pouvait interagir, essayer en tout cas, même si on n'y arrivait pas tout le temps, même si les politiques reçoivent les rapports mais ne font rien, mais au moins il y avait une parole concrète qui était dite. À la fin, c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que, notamment cette jeune fille là qui commence à parler vegan, qui commence à parler que ça ne la dérange pas qu'un produit vienne de très loin, mais qu'elle préfère voyager de manière écologique plutôt qu'en avion. Elle part dans tous les sens, il n'y a rien qui est construit, il n'y a pas de discours quoi. Est-ce que c'est pas pour vous une sorte de métaphore, je sais pas, par rapport au film? Moi, personnellement, cette fin me gêne aussi, naturellement. Mais cette fin après, après réflexion, je me dis, mais elle est peut-être aussi absolument voulue dans sa déconstruction. Ouais. Parce que par rapport au reste du film, c'est déconstruit. C'est vachement bien construit. Le reste du film est vraiment très très bien construit. Et la fin, alors peut-être, vous avez. Après, il faudra que le temps agisse. C'est dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, quand on repensera au film. Quand j'y repenserai, que je me dirai, voilà, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que... Et si c'est que cette fille qui me choque et qui m'emmerde, je dirais, mais il y a quelque chose qui va. Parce qu'il y a quand même des éléments assez étonnants, je veux dire. Ah ben il y a des choses... Dans le chalet, avec les images satellites, c'est bouleversant, quoi. Jusqu'au professeur qui intervient, moi ça me gêne pas. C'est après, le groupe d'ados, comment il les filme, avec les raquettes sur les trucs comme ça me gêne beaucoup. Ça me gêne parce que il change de rapport, de sujet, quasiment. Et du coup, il y a comme un hiatus dans tout ce qu'il nous a raconté, et puis là où il nous emmène à la toute fin. Alors moi j'ai envie de poser une autre question par rapport à ce film, c'est que effectivement on suit bien une certaine idée, un certain militantisme face à la rivière, face aux problèmes, face aux barrages et tout. Mais en fait, on n'entend pas du tout de l'autre côté. Et ça, c'est parfois gênant, parce qu'on se dit, bon, bah oui, d'accord, c'est un film à charge. Oui. Ça, c'est aussi vrai. C'est vrai. Ça, c'est effectivement, on entend qu'un son de cloche, et il n'y a pas l'autre côté qui dit, mais on a besoin de ça aussi. Même si quelques-uns en parlent, en disant qu'ils sont bien conscients que l'hydroélectrique, les emplois, tout ça, c'est important, et qu'il faut en tenir compte. C'est vrai qu'on n'a aucun élu, aucun politique qui en parle, on n'a pas de contre-pouvoir.
même si eux sont les contre-pouvoirs. On n'a pas de pouvoir. Non, il n'y a pas non plus de contre-pouvoir. Parce que là, le pouvoir, c'est ce qui est à l'image. C'est ce qui est à l'image et c'est ce qui parle. Hein, c'est ce qui parle. Ouais, D'accord. ouais. Non, ça, c'est vrai que c'est ça peut être un manque, effectivement. Et le cadrage? Moi, j'aime beaucoup. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le 1.37 est un très beau format, quoi. Il arrive à en faire des choses et ses mouvements de caméra, ces paysages sont filmés de manière absolument magnifique. Voilà. Et vous, en tant que réalisateur, vous avez utilisé déjà ce format-là? Non. Je pense que je n'ai, à part en vidéo, quand on a filmé, mais c'était des portraits plutôt, c'était il y a 30 ans, quoi. Donc on était encore avec des rapports au 1.37 quand on a filmé les grandes voix de la chanson arabe avec Simone Bitton, par exemple, qui était là il y a 2 ans. Ça a été dans ce rapport-là. Mais en cinéma, je ne l'avais jamais fait, quoi. En cinéma et long métrage. Parce qu'il faut dire que vous êtes réalisateur. Donc, je suis producteur et distributeur de films. Et distributeur de films, d'accord. Et votre boîte s'appelle? La Traverse. La Traverse, d'accord. Okay. Donc là, on va sortir dans un mois un film de François Prenant qui s'appelle De la Conquête et qui est un film éminemment politique, puisque c'est sur des images de la France et de l'Algérie des 20 dernières années, avec des discours des principaux, on va dire, responsables de la conquête, donc des généraux français, mais aussi des écrits des Algériens de leur côté aussi, quoi. Et c'est vraiment un récit. C'est un film politique. C'est un film politique. D'accord. Ça dure 1h10. On ne peut pas dire que c'est un documentaire, mais pour moi c'est un film-essai. Il faut m'expliquer là. Hein. Ben, en fait, pour moi un film-essai, c'est les essais cinématographiques. Il y a eu un maître dans les essais cinématographiques, c'est Jean-Daniel Paulet. Quand il fait Méditerranée, on ne peut pas dire que c'est un documentaire. On ne peut pas dire que c'est une fiction. Pour moi c'est un film-essai parce qu'il tente plein de choses. Et c'est des rapports entre la forme et le fond qui sont complètement liés, mais qui apportent des choses de nouveau, des choses nouvelles, et qui donnent à entendre et à avoir une réflexion un peu différente. Est-ce que l'essai, quand vous parlez de film d'essai, ça impose aussi un rythme particulier, ou est-ce que c'est plutôt dans le terme? C'est plutôt dans le terme et dans la façon dont le cinéaste va procéder dans la réalisation de son film. C'est-à-dire aussi bien dans le montage que dans l'utilisation d'archives, l'utilisation de textes, l'utilisation de répétition d'images. Parce que dans Méditerranée, Jean-Daniel Paulet réutilise quasiment tout le temps les mêmes images, mais avec des montages et des durées, des fractions de secondes, des fois, des choses complètement différentes, quoi. Là, on se rapproche un peu du collage des surréalistes. Absolument. On est dans un rapport de texte et d'image qui est différent de celui du spectacle et de... Ce qu'on a vu ce soir. Quand vous parlez est-ce que ça veut dire que les images montées dans vos essais suffisent à elles-mêmes, ou il y a aussi un commentaire? Alors il y a du commentaire. Il y a du commentaire, mais... par exemple, quand je vous parlais de Méditerranée de Jean-Daniel Paulet, la musique est de celui qui lui a fait toujours la musique, c'est... Merde, ça va me revenir. Et les textes sont de Philippe Solers. Et Solers dit le texte aurait suffi, il n'y avait pas besoin de musique. Et le musicien, Duhamel, dit mais non, la musique aurait suffi, il n'y avait pas besoin de texte. Donc, ils ont raison tous les deux. Ils avaient raison tous les deux, ou tort tous les deux, parce que le texte et la musique vont très bien ensemble et accompagnent très bien les images et les portent magnifiquement bien. Donc vous êtes producteur, mais vous êtes réalisateur aussi ou Non, j'ai commencé à faire un peu de réalisation, mais un producteur,
c'est vraiment quelqu'un qui travaille avec le réalisateur du début du film, de l'écriture, jusqu'à la distribution. Donc des fois on est 3 ans ou 4 ans, et moi j'ai travaillé même sur un film d'animation gravé image par image, ça a été 8 ans de travail. Et on accompagne le réalisateur tout le temps, tout le temps. Donc c'est, on est, le film on le fait avec, mais c'est eux, les maîtres d'œuvre. Et nous on est un peu on aide, on est un peu le conducteur de travaux, le financier, on est un peu voilà, mais on les accompagne pleinement parce que c'est un peu le rôle, et surtout faire qu'il n'ait on s'occupe de tout ce qui est le problème pour qu'ils puissent se concentrer sur leur tournage. Et le film, le dessin animé, c'est du grattage, c'est ça? C'est comme la méthode McLaren. de McLaren. D'accord. Okay. C'est le cinéaste qui a continué le travail, qui a été formé par McLaren et qui a continué le travail de McLaren, Pierre Hébert au Canada. Il était à l'Office national du film du Canada avec McLaren et c'est le successeur vraiment. Mais il a après emmené le grattage sur pellicule à un niveau encore supérieur puisque les moyens numériques sont arrivés et donc la numérisation des pellicules gravées, la colorisation et tout ont été beaucoup plus faciles et donné davantage de moyens et de possibilités aux réalisateurs. Est-ce que ça veut dire qu'avec le numérique, vous arrivez à trouver l'épaisseur du grattage? On arrive à bien le retrouver. On arrive à bien le retrouver parce que on part du grattage sur la pellicule et c'est le grattage qui est numérisé et qui ensuite va être colorisé, mélangé avec d'autres images, des archives de télévision ou autres. Donc le petit côté saccadé du grattage sur pellicule, il existe pleinement. Et donc là, vous avez terminé un film, c'est ça, non? Alors, là, on a plusieurs films. On en prépare un avec Marie-Claude Treilloux, qui était là il y a 2 ans, Marie-Claude. Et on a restauré Un petit cas de conscience, Simone Barbet sous la vertu. Et on a fait un film avec elle sur Michel Deguy, le poète aussi. Donc du coup, on a envie de continuer avec elle. Parce que là, vous avez parlé aussi d'un autre truc, c'est que vous travaillez aussi sur la restauration des films? On travaille aussi sur la restauration de films. Tous les films anciens, avant les années 2000, on les restaure pour qu'ils soient remis aux normes du jour, en 4K. Qu'est-ce que vous appelez le norme du jour? Non, ça c'est le 4K. Mais la restauration, c'est quoi pour vous? La restauration, c'est que le négatif s'abîme. Quand il est stocké, le négatif s'abîme. Donc, on numérise le négatif image par image. Et ensuite, on va retravailler pour enlever les impuretés, mais pas ce qui était existant avant et que le réalisateur avait gardé, mais les impuretés qui se sont faites dans les stockages, dans les laboratoires, avec la chaleur ou avec d'autres choses, parce qu'il y a tellement de négatifs, tellement de films que tous ne sont pas conservés à très bonne température et dans les meilleures conditions. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est-à-dire qu'en fait, la restauration, c'est pas de restaurer à la manière de... Non, 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 non. On garde ce que le réalisateur avait mis en place, mais quand ça a jauni à cause de la pellicule, hein, les pellicules photo, les pellicules cinéma, elles se décolorisent aussi. Donc c'est de retrouver, on travaille sur le négatif, mais toujours avec une copie de contrôle d'époque. Et on essaye de retrouver ce qui était à l'époque et de redonner. Et là, ensuite on termine sur un DCP. Mais tout est stocké sur des gros disques durs et après on fait des DCP. Et on arrive à retrouver exactement la même... Ah oui, et des vous parliez tout à l'heure de... Les valeurs sont excellentes. On a restauré tout Jean-Daniel Paulet, mais c'est incroyable, c'est fantastique. Et c'est vraiment de la grande qualité. Mais on travaille avec des laboratoires qui sont aussi spécialisés là-dedans et qui sont très très à l'écoute avec lesquels vous travaillez? Pardon? Avec lesquels vous travaillez? Cosmo Digital. Après on travaille un petit peu avec un des grands derniers, LTC. Et puis il y a l'éclair. Éclair. D'accord. Parce que mais
le gros du travail, on le fait avec Cosmo Digital. Et ça fait longtemps que vous venez à Jindoux? Alors, je suis venu il y a une vingtaine d'années. Oui. Après, j'ai passé un long moment sans venir. Et puis, depuis 2019, je reviens régulièrement. Je suis venu pour les Frères Larieux parce que j'avais produit leur premier long métrage. Ouais. Ensuite, je suis revenu avec Marie-Claude. Ouais. Et puis, maintenant, là, je suis venu parce que je voulais voir Régine Vial. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'ambiance du festival, son côté hyper sympathique. Et puis, on discute avec tout le monde. Et voilà, on parle de cinéma. Et vraiment, en général, il y a de très bons films. Donc, c'est un grand plaisir. Eh bien, merci. Merci à vous.